La fin du Troisième Reich, 31 décembre 1944. Situation militaire du Troisième Reich, fin 1944. À la fin de l'année 1944, l'état-major allemand n'est plus dupe. La guerre dans son état actuel est perdue. Les ressources, en carburant notamment, sont dans un état critique, tandis que les pertes militaires se comptent en milliers chaque jour. 269 000 soldats allemands périrent entre juin et novembre 1944. À titre de comparaison, ces 6 mois de 1944 causèrent autant de morts dans l'armée du Reich que dans les 2 premières années du conflit réunis. Septembre 1939, octobre 1941. Depuis le début de l'année 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie et en Provence tout en atteignant les ports de l'Italie du Nord. L'ultime offensive allemande dans les Ardennes est un échec. Aussi, l'armée allemande épuise-t-elle de bonnes troupes ainsi qu'une grande quantité de carburant pour un assaut final inefficace qui manqueront pour la défense de l'Allemagne. En décembre 1944, les pays baltes sont conquis, tandis que démarre la bataille sanglante pour la prise de Budapest en Hongrie. Le front s'étend sur plus de 2000 km et Berlin est à moins de 600 km des chars russes. L'état d'esprit des dirigeants nazis varie profondément d'une personne à l'autre. Göring fait partie des plus réalistes sur l'issue du conflit. Il passe le plus clair de son temps dans sa résidence de campagne à Karinol, à 65 km au nord de Berlin. Et il festoie beaucoup comme si de rien n'était. Il s'agit sûrement de profiter autant que possible du luxe relatif à son rang avant la chute finale. Ribbentrop, le diplomate, maintient son discours réconfortant à l'ambassadeur japonais de Berlin, Oshima Hiroshi. En substance, il lui indique que l'offensive des Ardennes était un succès et que l'armée allemande reprenait l'initiative sur l'ensemble des fronts. Il a encore bon espoir de négocier une paix favorable avec les Alliés si la Wehrmacht est en mesure de tenir encore quelques mois. Il est rejoint en cela par Goebbels, le ministre de la propagande, lequel estime que l'offensive des Ardennes sera en mesure de maintenir les Alliés hors du sol allemand pour longtemps. Du côté de Robert Ley, le directeur du Front allemand du travail depuis avril 1933, c'est l'alcool qui occupe la majeure partie de ses journées. Quand il est sobre, il tient le même discours qu'Hitler. Si les Alliés doivent prendre Berlin, ce sera au prix d'une apocalypse totale. Hitler, justement, se plaint comme à son habitude de l'incompétence de ses généraux, sans jamais remettre en question ses décisions stratégiques. Conscient que la défaite approche, son rôle lui interdit un désespoir public pour, au contraire, promettre un retournement prochain de situation. La vie des Berlinois durant le réveillon. Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. L'expression de Churchill pour qualifier la vie des Britanniques à l'aube de la bataille d'Angleterre fonctionne aussi bien pour les habitants de la capitale du Reich. L'étude des journaux intimes de Berlinois de l'époque permet de brosser un tableau éloquent de leurs sentiments à la veille de la nouvelle année. La majorité des écrits concernent les bombardements récents par l'aviation alliée. La ville dispose de nombreuses défenses AA, anti-aériennes, telles la tour Flak dans le zoo de la ville. Cependant, ces dernières ne suffisent pas à stopper les centaines de bombardiers déversant leurs bombes plusieurs fois par mois. Plus d'1 million d'habitants se retrouvent sans foyer lors du réveillon. De manière assez cynique, les Berlinois renomment certaines parties de la ville suite au bombardement. Ainsi, le quartier Lichterfeld, dans le sud-ouest de la ville, est appelé Trichterfeld, littéralement le champ de cratère. De même, Steglitz devient Stetnitz, qu'on peut traduire par rien ne tient debout. Pour parfaire ce sombre tableau, on peut ajouter que les théâtres sont fermés quand ils ne sont pas tout simplement détruits. Enfin, les bars ne peuvent pas fonctionner à cause des pénuries d'alcool. De fait, le marché noir bat son plein. Quelques extraits tirés de journal intime de Berlinois. Ursula von Kardorff, journaliste officielle du ministère de la propagande. Les raids aériens nous servent d'allumettes pour le réveillon. Toutes les fenêtres sont cassées. À minuit, un moment de silence. Nous restions debout avec nos verres dans la main et personne n'osait porter un toast. De loin, nous entendions les sirènes et des coups de feu. Walter Militz, un ouvrier travaillant dans l'une des usines Siemens de Berlin, encore debout. Tout le monde souhaitait en savoir plus sur la situation au niveau des airs. Les nazis dans l'usine deviennent de plus en plus silencieux. On espère tous que ce sera bientôt fini. Lilo G, une lycéenne berlinoise. Je ne pourrai jamais me marier. Tous les hommes sont morts sur le champ de bataille. La jeune berlinoise indique en outre que son frère, qui était venu les rendre visite à Noël, doit se rendre sur le front de l'Est pour tenter de repousser l'armée rouge. Si on ignore l'âge de son frère, on sait cependant qu'à cette époque de l'année, la conscription touchait l'ensemble des hommes allemands de 16 à 60 ans. Certains gardent espoir, à l'image de Arthur H., un professeur en école élémentaire. Réveillon de la Saint-Sylvestre. Nous attendons le grand discours du Führer. Après avoir entendu le discours, nous sommes allés nous coucher avec le désir ardent que tous nos souhaits deviennent réalité en 1945. Conclusion. D'un côté des réalistes qui comprennent que leur fin est proche et qui décident de profiter des derniers instants. D'autres semblent ignorer la réalité. Au milieu de cela, le peuple allemand souffre, et leurs peines ne sont pas terminées.
En effet, le 12 janvier 1945, l'armée rouge lance sa grande offensive sur le front de l'Est et parvient à percer les défenses allemandes. Le rouleau compresseur soviétique parviendra à Berlin moins de 5 mois après.